Donc, le thème que Geshe-la va aborder ce soir, c'est donc la conscience et les facteurs mentaux, ou la conscience principale, les facteurs mentaux. Mais comme très souvent, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, Geshe-la va dire quelques mots sur la motivation que nous devons développer pour écouter l'enseignement. Donc, très brièvement, de manière générale, lorsque l'on aborde la voie bouddhiste, on peut le faire avec comme 3 niveaux de disposition d'esprit différents. Le premier niveau de motivation consiste donc à vouloir éviter les souffrances des états d'existence inférieurs pour ces renaissances futures et donc à aspirer à l'obtention d'états de renaissance supérieure, soit comme maître céleste ou comme maître humain, et de manière donc à échapper aux souffrances des états d'existence inférieurs, et pour cela donc à s'engager dans la pratique de la voie, donc avec cette motivation, et donc à s'engager dans la pratique d'actions vertueuses, d'études, des enseignements, etc. Le niveau de motivation intermédiaire consiste à prendre conscience du fait que même si on obtient dans le cycle des existences un état de renaissance supérieur, certes on aura moins de souffrance, mais on ne sera pas pour autant au-delà de la nature de la souffrance, et on endurera toujours diverses souffrances, et en outre donc ces états plus favorables n'ont aucune certitude, car on peut tout à fait ensuite retomber dans les souffrances insupportables des états d'existence inférieure. Ayant conscience de cela, donc on développera la motivation d'échapper à toutes les souffrances du cycle des existences et à obtenir donc un bonheur définitif, un bonheur inaltérable qui ne puisse pas se dégrader, et c'est avec cette motivation donc d'échapper totalement au cycle des existences et d'obtenir le bonheur de la libération que donc les individus de motivation intermédiaire s'engagent à la pratique du dharma. Et donc à partir du moment où l'on a obtenu la libération du cycle des existences, on est devenu un arhat, donc un individu, un être qui a atteint la libération, qui est libéré du cycle des existences, et l'on n'a plus alors à prendre de renaissance sous la domination, sous le pouvoir du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit. On est comme libéré de cet enchaînement au karma et aux facteurs perturbateurs. Mais même si on atteint donc le but de cette voie des pratiquants de motivation intermédiaire, certes on se sera libéré de la souffrance, on aura atteint la libération du cycle des existences, mais cela uniquement pour soi-même.
수수기비 방문하다 로그나 강가진 제니고 샤다레스 신지다 지조신 하지마도 다지도 단제대 아니 선제사를 고고도 다 디치는데 주난에 생각이 선제 고맙고 선제는 신지 답에서는 고 디치는데 아니 신지 단제기 되는 선제 제단이 뒷면에 제디 지고 지금 고정했어. 이 제도가 있는 상자 지금 제 초당 자칭사야스 상지 Mais donc si nous obtenons pour nous-mêmes cette libération du cycle des existences, ce bonheur définitif, inaltérable, en réalité, cela ne sera pas comme totalement satisfaisant. En effet, même si nous ne prenons en compte que les relations que nous avons avec autrui dans cette existence présente, donc imaginons que nous-mêmes nous ayons atteint à présent donc un bonheur inaltérable, un bonheur suprême, mais que nous laissions comme derrière nous, dans leurs conditions de souffrance, tous ceux qui sont nos proches dans cette vie, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, donc tous ceux qui nous entourent, qui nous sont proches. Et en fait, obtenir notre seul bonheur pour laisser tous ces autres êtres dans la souffrance ne peut vraiment pas être quelque chose de satisfaisant. Et en fait, nous avons eu tout au long de toutes nos existences, dans le cours du cycle des existences, de très nombreuses relations très proches avec tous les êtres, donc car tous ont été, au cours de nos diverses existences, notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, nos proches, nos amis, et autant d'êtres qui nous ont rendus, qui nous ont aidés de manière d'innombrables manières. Et par conséquent, prenant conscience de cela, nous dirons que nous voulons atteindre donc un état où nous pourrons également libérer tous ces êtres qui nous sont proches, les libérer eux aussi de toutes les souffrances du cycle des existences et leur faire obtenir un bonheur inaltérable. Et pour cela, donc, nous allons aspirer nous-mêmes à obtenir l'état de Bouddha, qui est le seul état, la seule condition qui nous permette d'agir de manière illimitée pour le bien de tous les êtres et donc qui nous permettent de les conduire à eux-mêmes, donc à cet état de Bouddha. Et lorsque l'on a ainsi développé cette motivation qui est en fait la plus élevée avec laquelle on puisse s'engager à la pratique, alors donc on sera un pratiquant de motivation supérieure, et du fait de la puissance de cette motivation extrêmement, comme à très grande portée, de cette motivation extrêmement vaste, toutes les actions positives dans lesquelles nous nous engagerons au cours de notre pratique auront également une portée extrêmement puissante, et nous pourrons, sur la base de cette motivation, accumuler des mérites beaucoup plus nombreux et beaucoup plus puissants. Si nous arrivons vraiment à développer en nous l'une de ces trois motivations, par la force de cette seule motivation, nous pourrons déjà réduire considérablement nos souffrances et nos difficultés dans cette vie. Certes, cette motivation ne va pas nous permettre d'éliminer complètement tous nos soucis, tous nos problèmes et toutes nos souffrances, cependant elle permettra de les réduire considérablement. Selon les enseignements bouddhistes, il est indispensable de se sentir davantage concerné par le bien et le bonheur des existences suivantes que d'être seulement concerné, plutôt que d'être seulement concerné par le bonheur de l'existence présente.
La raison pour laquelle il est indispensable d'accorder plus d'importance aux existences futures qu'à l'existence présente, c'est qu'en réalité, cette existence présente est très courte. Elle dure quelques décennies, au plus une centaine d'années. Mais ce qui, au regard du nombre incommensurable de toutes nos naissances futures, est un temps extrêmement court, alors que toutes nos naissances à venir s'étalent sur un temps extrêmement long. Par conséquent, il est indispensable de donner beaucoup plus d'importance à notre situation dans une vie future qui vont s'étendre sur un temps extrêmement long que de n'avoir pour centre d'intérêt que cette vie présente extrêmement courte. Ce qui nous pousse donc à renaître sans liberté dans le cycle des existences, ce sont donc le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit. Le karma, qu'est-ce que le karma? Donc très brièvement, ce sont les potentialités déposées sur notre courant de conscience par les actions que nous avons accomplies. Et donc, c'est pourquoi il est extrêmement important de bien comprendre de quelle manière fonctionne notre esprit, de bien percevoir quelles sont les dispositions d'esprit vertueuses, favorables, celles qui donc vont nous pousser à l'accomplissement d'actions favorables qui auront donc des résultats eux-mêmes favorables, et de discerner également donc les états d'esprit négatifs qui vont nous entraîner à l'accomplissement de karmas négatifs qui eux-mêmes auront des conséquences négatives. Il existe bien sûr une relation extrêmement étroite entre le corps et l'esprit. En quelque sorte, le corps est comme le serviteur de l'esprit et il ne fait que obéir aux injonctions de l'esprit. Par exemple, si nous pensons aujourd'hui, nous disons demain je dois aller à tel endroit, c'est bien notre esprit qui prend la décision et suivant cette décision, conformément à cette décision de l'esprit, donc le lendemain, notre corps va se mettre en mouvement pour se diriger là où notre esprit l'a décidé. Et donc, ce qui prend renaissance, donc c'est essentiellement la conscience, l'esprit, car c'est cet esprit qui va comme entrer sur le support, disons, matériel qui va devenir le corps.
Et donc la conscience, on pourrait dire comme se livre à toutes sortes d'activités. En fait, elle est notre conscience ou esprit. Donc ici, ces deux termes sont employés de façon à peu près synonyme. Ne cesse d'être en activité, donc de toutes sortes de manières. Donc parfois nous sommes heureux, parfois nous sommes malheureux, parfois nous sommes en colère, parfois nous sommes irrités, à d'autres moments nous allons éprouver de l'orgueil, à d'autres moments de la jalousie, à d'autres moments d'autres dispositions d'esprit multiples et variées. Et en fait, tout cela est lié au fonctionnement d'une part de ce que l'on appelle donc comme la conscience principale ou le mental principal et des facteurs mentaux qui sont associés à cette conscience principale et qui ont également leur fonctionnement propre. Sendo senjun tsungde yin so la tsungde sende yula me so ni senjun yula me yi de sta kan chima da shi ta tsungde sa shi yo sen kara jawa sendo senjun ni jedan da chima da che da no chama che on de sen la de zoje de ko da ni de yin be chan senjun ya la cha sha yin ni de yin be chan na ko ba ro do yin be ne ge sen de zoje de ko da ni do yin ji ni de lo chi sta Et en fait, la conscience principale et les facteurs mentaux sont toujours, disons, fonctionnent de façon simultanée. Donc, par exemple, lorsque nous éprouvons diverses sensations, donc le facteur mental donc de sensation va être tout à fait avoir une identité, un certain nombre d'identités de fonctionnement avec la conscience principale. Et donc la conscience principale est toujours donc associée à certains facteurs mentaux. Donc il y a donc d'une part la conscience principale et les facteurs mentaux. Les facteurs mentaux donc qui s'associent selon leur fonctionnement donc à la conscience principale. Il y a en tout 52 facteurs mentaux. Donc, parmi ces facteurs mentaux, il y en a 5 qui sont constamment associés à la conscience principale. Donc, la conscience principale ne peut fonctionner qu'en association avec 5 facteurs mentaux qui sont appelés donc des facteurs mentaux omniprésents.
Pour ce qui est de la conscience principale, elle est subdivisée, elle se subdivise comme en six consciences, qui sont donc d'une part les 5 consciences sensorielles, plus la conscience mentale, donc les consciences de la vue, de l'ouïe, du toucher, du goût, de l'odorat, et la conscience mentale. Parmi ces 5 facteurs omniprésents qui sont continuellement associés à la conscience principale, il y a donc tout d'abord la sensation. Donc les sensations sont de 3 sortes, donc elles sont plaisantes, déplaisantes ou neutres, et donc il y a toujours l'une ou l'autre forme de sensation qui est associée donc à la conscience principale. Pour prendre l'exemple d'une sensation plaisante, donc il se peut que que notre conscience mentale, donc que nous soyons mentalement ou moralement extrêmement heureux, contents. Donc l'exemple qui est pris ici n'est pas celui d'une sensation physique plaisante, mais d'une sensation mentale, donc extrêmement agréable, quelque chose qui va, par exemple, soit quelque chose que nous avons entendu qui va nous rendre extrêmement heureux. Donc quelque chose va nous rendre très heureux donc en l'esprit, et donc à ce moment-là, la sensation, il y aura donc la présence du facteur mental de sensation, donc ici de sensation plaisante, qui va être donc associé à la conscience mentale. Et à d'autres moments, il se peut que nous soyons très contrariés, que nous soyons tristes ou mécontents, et à ce moment-là, cette conscience mentale va va se trouver donc associée, plus exactement, la sensation, le facteur mental de sensation qui sera ici une sensation désagréable, se trouvera associé à la conscience, à la conscience mentale. À d'autres moments, mentalement, nous ne nous sentirons ni spécialement heureux ni malheureux, et donc ce sera à ce moment-là donc la sensation neutre, le facteur mental de sensation est ici une sensation neutre qui se trouvera donc associée à la conscience mentale.
Et on peut prendre également donc l'exemple d'une sensation physique agréable, par exemple lorsque nous avons froid et si nous revêtons un vêtement chaud et confortable, à ce moment-là notre corps va faire l'expérience d'une sensation donc agréable et la conscience la conscience du toucher va se trouver donc associée à cette sensation agréable. Et également donc lorsqu'il fait froid par exemple, donc nous allons ressentir, donc faire cette expérience du froid et dans notre conscience principale, donc l'aspect de conscience tactile, conscience du toucher, va être associé à ce moment-là à une sensation, au facteur mental de sensation, ici facteur mental de sensation désagréable. Et il y a également des moments où notre corps ne fait aucune expérience ni agréable ni désagréable, et donc notre corps est simplement dans une expérience totalement neutre. Par exemple, lorsque nous dormons profondément, nous n'avons aucune conscience à ce moment-là d'expérience sensorielle, physique, agréable ou désagréable. Donc nous sommes simplement dans l'expérience de sensations neutres qui se trouve donc alors associée à la conscience principale et à l'aspect de la conscience du toucher. Dans la mesure où nous avons pris dans la mesure où nous avons pris ce corps sous l'emprise du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit, nous ne pouvons en aucun cas nous ne pouvons pas donc nous soustraire à cette multiplicité d'expériences sensorielles qui sont donc tantôt agréables, tantôt désagréables, tantôt neutres, et en fait que nous fassions des expériences sensorielles plaisantes ou déplaisantes, cela comme se produit indépendamment de notre volonté, car nous sommes totalement déterminés par le pouvoir de nos karmas et des facteurs perturbateurs de l'esprit qui nous ont fait prendre ce corps. Mais les êtres qui se sont libérés du cycle des existences et les Bouddhas, donc qui ne prennent pas un corps sous l'emprise du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit, ne peuvent éprouver que des sensations plaisantes. Donc, associé à la conscience principale, il y a toujours donc un facteur mental de sensation, qu'il s'agisse de sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres. Le deuxième facteur mental omniprésent est le facteur mental d'identification.
미자 통선은 미자 통 아니 거기 하고 이때는 농가지 미자 디디레스 치베 그래서 제일 제모제모서 도시 제모제모라기로 그래서 잘라이는 빈 추이는 이 차고 이거다 추르지도 이 정모 이거다 지금 차고 해줘 지부치에 등 도시로 그랬어 다시 그는 당가 좀 무지와 다들 먼저 하고 어머니가 앉아서 차나 Donc le facteur mental d'identification. Le facteur mental d'identification est ce qui nous permet donc de percevoir donc comme précisément un objet. Donc lorsque nous voyons par exemple un objet, d'être capable, en fonction des caractéristiques de l'objet que nous percevons, de nous dire c'est tel objet, c'est telle personne, c'est telle chose, etc. Donc c'est la fonction, donc comme son nom l'indique, de ce facteur mental d'identification qui nous permet donc d'identifier l'objet par l'appréhension, la saisie de ses caractéristiques. Donc ce facteur d'identification s'applique à tout ce que nous percevons, aux qualités que nous percevons des objets. Par exemple, lorsque nous buvons un thé, si nous trouvons que ce thé est bon, c'est donc ce qui nous permet d'évaluer la qualité de ce thé, cette identification, c'est ce facteur mental d'identification. Lorsque nous trouvons quelque chose de beau, de laid, etc., tout cela, ce sont les fonctions de ce facteur mental d'identification, et donc qui entre en œuvre donc en de très très nombreuses occasions. Le troisième facteur mental est ce que l'on appelle comme soit l'intention ou la volition. 바로 메기를 지고로 바로 레가를 지고로 바로 칼라서 요것이 일을 줘보시고 제레지는 않는 상황으로 신지다 신조사에 조선이 제레를 보자고 제레 딜 제레 레가를 보시고 일을 보자고. Ce facteur mental d'intention ou de volition a pour fonction de mettre en mouvement la conscience principale vers son objet. Elle a donc comme nous le voyons, en fait chaque facteur mental a comme une sorte de fonction spécifique, et la fonction donc de ce facteur mental d'intention, de volition, est de mettre en mouvement, de mouvoir donc la conscience principale vers pour la diriger vers son objet. Bien ensuite, donc le facteur mental du contact. Ce facteur mental de contact apparaît par la rencontre de l'objet, du sens, donc de la faculté sensorielle ou du sens, et de la conscience. Et du fait de la rencontre de ces trois facteurs, donc de l'objet, de la conscience et du sens, se produit donc le contact.
On peut prendre par exemple l'exemple du contact d'un vêtement donc sur la peau qui par exemple donc l'objet à ce moment-là ce sera donc le vêtement, comme l'organe du sens à ce moment-là c'est comme donc la peau, et il y aura donc et cela sera associé donc à la conscience tactile, et donc la rencontre du tissu, du vêtement avec la peau et la conscience tactile va produire donc le contact, ce facteur mental appelé contact. Donc il y a ainsi donc le contact en relation avec avec les 6 sortes de conscience. Donc il y a le contact en relation avec la conscience mentale, avec la conscience olfactive, etc. Tu me dis ça, c'est moi. Et donc, pardon, donc le contact est en fait ce qui précède immédiatement la sensation. En effet, donc il ne peut pas y avoir sensation sans contact. Et le dernier facteur mental omniprésent est ce que on pourrait traduire ici par comme l'attention. Donc ce facteur mental d'attention est, qui est traduit ici par attention, qui est pas tout à fait satisfaisant, mais bon, je sais pas ce qu'il y a comme autre traduction. C'est en fait un facteur mental qui applique en quelque sorte la conscience sur l'objet. Et ce qui fait, par exemple, lorsque nous avons vu, si nous avons vu quelque chose le matin et que ensuite cet objet, ce que nous avons vu, nous revient à l'esprit. En fait, c'est parce qu'il y a eu donc cette application de l'esprit sur l'objet, cette attention donc de la conscience, donc de la conscience sur l'objet. Donc nous n'allons pas, donc Geshe-la ne va pas entrer dans les détails de l'ensemble des facteurs mentaux. Donc il n'a fait que mentionner ici donc
plus précisément, les 5 facteurs omniprésents. Et il y a également donc des facteurs déterminants, des facteurs vertueux, des facteurs non vertueux et des facteurs que l'on appelle également des facteurs changeants. Mais donc nous n'allons pas voir tous ces facteurs en détail. À travers donc l'approche des facteurs de la conscience et des facteurs mentaux, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait, tout provient de notre esprit, toutes nos expériences de bonheur, mais également donc toutes nos expériences de souffrance proviennent de notre esprit. C'est dans l'esprit que sont, en effet, donc c'est dans l'esprit que sont déposées les potentialités des karmas qui engendrent toutes nos souffrances. Il est donné, donc Geshe donne une citation du grand maître Vasubandhu. Donc approximativement, mais le sens est que les karmas des êtres revêtent toutes sortes de facettes, toutes sortes entraînées comme toutes sortes de fortunes ou de sorts divers, et en fait tout cela prend racine dans l'esprit, dans la conscience. Par exemple, si nous nous mettons très en colère, cette colère va déposer une potentialité, une empreinte sur notre conscience, et à un moment ou un autre, cette empreinte, cette potentialité va produire son résultat et notamment nous faire renaître comme quelqu'un de très coléreux, comme quelqu'un qui est constamment en proie à la colère. Là. Et donc cela en particulier peut nous faire renaître comme une sorte de démon qui sera toujours très plein de colère et d'aversion. Et si au contraire nous sommes quelqu'un de très de patient, de tolérant, pardon, que nous ne répondons pas
très automatiquement, spontanément à la critique, disons au mal que l'on peut nous faire, aux paroles désagréables que l'on nous adresse, etc. Donc, si nous sommes quelqu'un de patient, de tolérant, en résultat donc de ces attitudes qui vont, de cette pratique de la patience qui va déposer également donc sa potentialité sur notre courant de conscience, dans nos existences suivantes, nous serons naturellement quelqu'un de bon, de bienveillant à l'égard d'autrui. Et donc en réalité, ce qui est l'agent de toutes nos souffrances et l'agent de tous nos bonheurs, c'est notre propre esprit. Et donc ce sont tous les karmas que nous avons accumulés sur notre esprit, sur notre courant de conscience, donc qu'il s'agisse de karmas donc, positifs qui vont engendrer le bonheur ou de karmas négatifs qui vont engendrer la souffrance, et ces karmas donc pour produire le résultat devront rencontrer un certain nombre de circonstances appropriées, propices, mais donc essentiellement donc l'agent de toutes ces expériences c'est notre propre esprit. Par exemple, dans cette vie, lorsque nous trouvons dans une situation où de très nombreuses personnes... donc dans cette vie, lorsque nous nous trouvons en certaines occasions en relation avec toutes des personnes qui sont très aimables avec nous, qui nous aiment, qui ont de l'affection pour nous, qui sont bienveillantes à notre égard, tout cela est le résultat de nos propres attitudes antérieures où nous avons nous-mêmes eu des attitudes bienveillantes à l'égard d'autrui. Et lorsqu'il arrive qu'au contraire d'autres personnes soient très hostiles vis-à-vis de nous, qu'elles cherchent à nous nuire ou qu'elles nous critiquent, qu'elles ne soient pas du tout en harmonie avec nous, cela également est le résultat d'attitudes semblables que nous avons eues par le passé en ayant des attitudes très hostiles à l'égard d'autrui. Par exemple, lorsque nous éprouvons de la malveillance envers autrui et que nous avons envie de nuire à autrui, en réalité, c'est bien cette malveillance, cette envie de nuire qui est notre propre ennemi. En général, ce que nous considérons comme notre ennemi, ce sont les gens qui nous nuisent de l'extérieur, et donc nous pointons vers l'extérieur pour désigner nos ennemis. Mais en réalité, du point de vue du Dharma, dès l'instant où nous laissons monter en nous le désir de nuire, nous laissons venir cette malveillance, alors notre propre ennemi se dresse en nous, et c'est vraiment contre lui en fait que nous devons lutter.
car c'est vrai, d'accord. En réalité, il nous est beaucoup plus nuisible que tous les ennemis extérieurs. Donc, de manière générale, on ne peut pas dire, il est difficile de savoir qui a développé ou non en soi l'esprit d'éveil, mais ce que nous pouvons à peu près nous dire à coup sûr, c'est que nous avons en nous l'ignorance, le désir, la colère, l'aversion, etc. Et donc tous ces facteurs mentaux négatifs sont présents en notre esprit. Et il est donc extrêmement important de bien les identifier, de bien les reconnaître, de manière à bien voir quelles sont les dispositions d'esprit et quels sont les facteurs mentaux, donc les dispositions d'esprit qui nous sont préjudiciables, quels ceux donc qui vont entraîner nos souffrances et quels sont au contraire ceux qu'il est important de cultiver parce que ce sont eux qui vont produire le bonheur, qui vont permettre la progression de notre esprit et qui vont nous être vraiment favorables. Si nous identifions bien ces états d'esprit et que nous voyons les méfaits des facteurs mentaux négatifs et les bienfaits des facteurs mentaux positifs, alors nous arriverons petit à petit donc à développer les aspects favorables et au contraire donc à éliminer les aspects négatifs. Par exemple, si nous y réfléchissons, nous voyons bien que lorsque nous nous mettons en colère, nous-mêmes, nous ne sommes pas heureux et également, même en ne prenant donc que les effets immédiats sur cette vie, donc lorsque nous nous mettons en colère, nous-mêmes, nous ne sommes pas heureux, mais également, nous allons entraîner des difficultés pour notre entourage. Tous ceux qui seront autour de nous ne seront pas en paix, nous les rendrons soucieux, inquiets, etc. Et par conséquent, nous voyons très aisément les méfaits de la colère. Si nous prenons conscience de cela, nous pouvons parallèlement donc voir tous les bienfaits de la pratique de la patience et essayer donc de développer cette disposition d'esprit favorable. Donc, il y aurait bien sûr énormément de choses à dire à propos des facteurs mentaux, mais cela nécessiterait de très nombreux développements. Donc, Geshe-la pense arrêter là l'enseignement proprement dit pour vous laisser poser vos éventuelles questions. Donc en effet, si vos réflexions vous ont amené à vous poser certaines questions, donc il est bon que vous puissiez les poser.